Bienvenue dans ce nouvel épisode de Côté Canap, un épisode qui est une véritable ode à la vie, au courage et à l'aventure sans filet. Aujourd'hui, mon invitée est une femme qui incarne parfaitement la résilience et la soif de vivre. Elle a emmené sa famille sur les routes d'Europe en camping-car, puis a dû faire face à l'épreuve de sa vie, un cancer. Elle a transformé ce combat en un message d'espoir et de partage, notamment à travers ses livres, Triple Positive et Le Souffle du Roseau. Elle est écrivaine, influenceuse par la force des choses, et elle continue de défier les conventions en partant en voyage sac à dos de 6 mois en Asie avec toute sa famille. Comment continue-t-on de voyager et de rêver quand la maladie frappe? Comment gère-t-on le regard des proches quand on change radicalement de vie? Et surtout, comment ces enfants vivent-ils ce quotidien en mode explorateur? Préparez-vous à une conversation puissante et pleine d'humanité. J'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Virginie Lago-Lago. Bonjour et bienvenue sur Côté Canap. Bonjour Virginie. Bonjour Julie. Alors aujourd'hui, je te reçois parce que tu es une femme très active, tu as eu l'occasion de voyager dans ta vie, tu es en plus casquette de maman, casquette auteur également. Je voulais avoir ton retour sur tout ce vécu et découvrir la personne derrière l'auteur également. Dis-moi, parle-moi de toi, qui es-tu, que fais-tu exactement dans la vie? Alors, je m'appelle Virginie et je fais trop de choses dans la vie. Je fais plein de choses. Oui, je pense qu'on est beaucoup comme ça. Ouais. Je fais beaucoup de choses et j'essaye vraiment, mon leitmotiv, c'est de ne faire que des choses que j'aime. En tout cas, parce que une fois qu'on a 40 ans, je sais pas, la crise de la quarantaine m'a permis de me rendre compte que là, il était temps que je fasse vraiment que des choses que j'aime. Bon, dans l'ensemble, jusqu'à présent, tout s'est toujours bien passé. Et donc, voilà, que ce soit dans ma carrière d'enseignante ou bien dans les voyages ou des projets, passions qui sont devenus... alors, je vais pas dire un métier, peut-être pas encore, mais... J'essaye de me rapprocher en effet de ça, que mes passions deviennent mon quotidien. Oui, pour pas subir finalement le métier, pas voir les heures passer quand tu travailles. Mais c'est ça, et puis aussi un petit peu cette idée que... donc moi, à la base, je suis enseignante, professeure de français dans le secondaire. J'ai eu un espèce de déclic comme ça à 40 ans de tout compte fait, je ne suis pas obligée de n'être qu'une prof de français, entre guillemets, parce que c'est déjà c'est un métier que j'ai adoré ou que j'adore. Je l'efface pas complètement de ma vie encore, même si je suis en reconversion professionnelle. Je n'ai pas fermé la porte de l'enseignement, loin de là. J'ai encore envie d'aller dans les écoles, c'est sûr. Mais voilà, c'est un peu symbolique. On peut être plein de choses. Envie de transmettre différemment, là, que tu as eu envie et... Oui, comme tu dis, développer d'autres casquettes, parce qu'on n'a pas qu'une seule étiquette. Moi, je comprends tout à fait. Hein. Moi, je suis en plein dedans. J'ai pas encore 40 ans, mais j'ai exactement le même ça arrive, cheminement. Ça arrive plus vite qu'on ne croit. C'est dur. En plus, c'est... Et donc, quand tu as eu... C'est à tes 40 ans que tu as eu ce déclic de te dire, j'ai envie de voyager ou... Non, c'est venu quand même un peu avant mes 40 ans. Quand, voilà, je dis la quarantaine, c'est toute cette période-là que je compare à une espèce d'adolescence. Donc, prépare-toi, c'est dur. C'est très difficile, mais c'est très constructif et intéressant parce qu'en fait, je trouve que j'ai l'impression d'être arrivée un peu au sommet de la montagne là dans ma vie et d'avoir vu sur tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, avoir vu peut-être un peu sur tout ce qui se profile après, et puis là de me dire bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là? Est-ce que je reviens en arrière? Est-ce que je pars vers l'avant? Un peu à la croisée des chemins, un peu comme si tu avais coché les cases déjà. Ouais, comme on ça. dit. On a eu des enfants, on a la maison, on a le boulot stable. Et exactement. Après, on nous a pas dit ce qu'il y avait après. Eh ben voilà. Et moi, en fait, c'est ça que je veux maintenant. C'est tout à fait. Les cases, elles sont cochées. J'ai fait ce qu'on attendait de moi. Et donc maintenant, je vais faire que des choses qu'on n'attend pas de moi, en fait. Je vais faire que des choses plus insolite, où personne n'attend ça, ça va être peut-être surprenant, et puis surtout, je m'en fiche de ce que les autres pensent. Je vais les faire juste parce que j'ai envie de les faire. Ouais. Et de là est venue cette idée de voyage, ça vient de toi? Alors non, je pense pas que... pour moi, dans la vie... il y a plein de petites graines qui sont semées. C'est une accumulation de rencontres, d'événements, de lectures aussi, de tous ces petits éléments-là ont germé en moi et ont fait qu'à un moment donné, j'ai eu une sorte d'illumination. Et donc, toutes ces petites graines, c'était quoi? C'est ma sœur qui est partie faire un voyage, un tour du monde à vélo avec sa famille.
Donc c'est pas rien comme graine. Hein. Voilà, ça a fait germer en moi le fait qu'on peut tout abandonner, enfin tout quitter, se délester de tout, partir à l'aventure, ne compter que sur soi-même. Ça a fait germer déjà. Est-ce que tu étais un peu dans un moment où tu avais un peu envie de tout envoyer valser Complètement. Et quand vous avez concrétisé ça, c'était ce besoin de voyager, comment a vécu votre entourage? Parce que c'est pas toujours évident quand on est dans des codes et dans des rigueurs. On est confronté souvent aux peurs des autres. Oui. Est-ce que c'est ton cas? Oui, c'est sûr. Il faut dire aussi que c'était une période très particulière et donc ça c'est l'autre graine qui a germé, c'est la période Covid où on s'est tous retrouvés enfermés d'un côté et puis d'un autre côté. Étrangement, moi je me suis sentie très libre. Parce qu'on allait beaucoup dans la nature. Il y a que là qu'on pouvait aller en famille, on avait le droit. Et donc on a passé énormément de temps dans les bois, à faire des tours à vélo, à pied, etc. Ça t'a permis de te recentrer sur ta famille aussi? Sur ma famille et sur la nature. Ouais. C'est les deux éléments qui ont été pour moi révélateurs. Parce que jusque-là, je pense que je mettais mon métier en priorité. Numéro 1. Et pourtant, je suis une maman très très accomplie. J'aime mon rôle de maman, j'aime mes enfants plus que tout. Hein. Mais je pense que ma priorité dans la vie, d'ailleurs quand je me présentais, la première chose que je disais, c'est je suis prof. Ah oui. Ouais. Et là, en fait, avec le Covid, plus d'école, plus de sorties, plus d'amis, plus d'activités. Je me suis recentrée sur ma famille et sur la nature. Et sur toi aussi, peut-être? Alors, sur moi, forcément. Ouais. Oui, sur moi aussi. Et c'est là que j'ai eu le temps de penser, j'ai eu le temps de me poser et ça aussi, ça a été des graines qui ont germé où je me suis dit, en fait, waouh, mais c'est ça que j'ai envie maintenant. Je veux du temps avec ma famille, je veux être dans la nature et je veux du temps pour moi. Et c'est tout ça qui a fait que... Et puis alors, bien sûr aussi, cette période Covid de peur avec la peur de perdre des proches, avec des gens qu'on a connus qui malheureusement ont perdu la vie alors que ils avaient encore beaucoup de temps devant eux, c'est ce qu'on pensait. Mais tout ça a fait que je me suis dit, ok, non, mais là, il faut qu'on profite. On va pas attendre demain. On va pas attendre la retraite. On va pas attendre un autre déclic, une autre crise ou que sais-je. Faisons-le maintenant. Et voilà. Et donc, tu as 3 enfants, toi, dans la vie. Oui. Ce côté, justement, enfant, scolarité, etc., ça te faisait pas peur de stopper ça par rapport à eux? Et eux, comment ils l'ont vécu, justement? Oui. Bon, déjà, évidemment, probablement que le fait d'être enseignante faisait que je me sentais plutôt à l'aise avec ça. À l'époque, donc Célestine avait 5 ans, donc elle était en maternelle, donc pas trop de soucis à ce niveau-là. Édouard rentrait en première secondaire et Victor rentrait en 3e secondaire. Donc ça ne me faisait pas trop peur. Moi, je me débrouille bien dans toutes les matières plus littéraires. Vincent, mon mari, dans toutes les matières plus scientifiques et les maths et les langues aussi. Donc je m'étais dit, à nous deux, on va s'en sortir. Donc la scolarité, à moi, ça ne me faisait pas peur. Et puis déjà, de toute façon, dans ma pratique d'enseignante, je suis plutôt pour les pédagogies alternatives. Moi, je ne veux pas rester assis toute la journée avec mes élèves, à suivre des manuels. Et c'est peut-être aussi pour ça que je sors un peu de l'enseignement maintenant. Je veux apprendre en faisant, je veux apprendre par l'expérience, je veux transmettre mais apprendre en même temps, être au même niveau que mes élèves ou mes enfants et donc apprendre en voyageant, pour moi ça avait tout son sens. Et les enfants, le fait qu'ils aient eu la période Covid où ils ont été déconnectés de l'école, loin des copains, où ils ont dû être autonomes, se débrouiller, etc. Je pense que eux aussi, en fait, ça les a préparés et quand on leur a proposé notre projet fou, ils ont accepté. Ça ne leur a pas fait peur. Non, pas du tout. Tu leur as annoncé. Donc, le projet, pour ceux qui nous écoutent, parce que peut-être certains ne savent pas, vous aviez décidé de partir 9 mois en camping-car en Europe. Voilà, c'est ça, exactement. Le projet, vous l'avez construit pas à pas ou vous saviez toutes les destinations, tout était déjà structuré? Alors non, oui et non. On savait qu'on avait donc envie de voyager en Europe. Au début, on ne savait pas encore trop comment. À pied, à vélo, en train, pourquoi pas. Et puis on avait bien sûr aussi en tête le voyage en van, en camping-car, mais on connaissait pas trop ce milieu-là en fait. Et donc on a commencé à s'intéresser à ça. On a regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, on a suivi des familles qui nous ont inspirés. On s'est dit ok, mais en fait, ça se fait, c'est pas mal. Pourquoi pas? Ça nous a parlé. On a choisi donc le mode de voyage. Ce serait en van ou en camping-car. On est allé dans une concession pour trouver le van qui nous conviendrait.
Et finalement, c'était pas un van parce qu'on s'est vite rendu compte qu'à 5, ça allait être compliqué. On a plutôt choisi un camping-car, alors que on avait peut-être un peu d'a priori. Peut-être ce côté vieillissant. Ah oui, vraiment. Ah oui, vraiment. Mais pour moi, les camping-cars, je ne m'étais jamais vraiment imaginé là-dedans parce que voilà, c'était pas pour moi. Mais quand j'ai mis les pieds dans un camping-car, j'ai flashé directement en fait. Ça a fait remonter un truc hyper, je sais pas, des souvenirs d'enfance. J'ai jamais été en camping-car quand j'étais enfant, mais ça m'a fait penser à mes cabanes. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, mais je suis dans une petite cabane, il y a tout ici, il y a des lits, il y a une cuisine et tout, et tout est bien pensé. Dans ce genre c'est super bien pensé. Ça a l'air hyper confortable parce que j'avais en tête ma sœur à vélo et je savais que c'était dur là pour le coup à vélo. C'est un autre délire. Et là, dans un camping-car, voilà. Un confort quand même, malgré tout, et vous êtes centré sur vous. Vous êtes, il y a une sécurité en fait grâce au camping-car que vous avez, et une liberté aussi que ça apporte sur là où vous vous arrêtez. Finalement, il y a toujours moyen de rester là. Exactement, parce que ça, c'est ce qu'on a découvert dans les vidéos que on pouvait, et c'est ce qu'on recherchait, c'est la liberté. Le but n'était pas d'aller sur un itinéraire justement donc bien préconçu et d'avoir réservé à l'avance tous les campings, etc. Loin de là. Nous, ce qu'on voulait, c'était un mode de transport qui nous servirait aussi de maison, mais tout en gardant la liberté. C'est-à-dire, on a plus ou moins un itinéraire. On avait décidé donc à peu près dans quel sens on ferait notre tour d'Europe, mais on savait qu'on restait quand même un peu flexible, et puis surtout que nous, ce qu'on voulait, c'était la proximité avec la nature, et donc le but n'était pas de faire des campings, mais plutôt d'être en mode spot nature. Cette aventure, vous aviez déjà décidé de la partager sur les réseaux, ou c'est venu pendant le voyage? C'est venu, oui, au fur et à mesure, mais on est parti en sachant qu'on le ferait, parce qu'on voulait partager ça avec nos familles et nos amis, et donc ça me fait penser que j'ai peut-être pas répondu à la question. Est-ce que ça avait fait peur à nos familles, nos proches? Oui, ils ont eu peur, je pense, mais parce qu'on a peur de l'inconnu. Donc c'est normal. Et nous, on avait peur aussi, mais comme petit à petit on le préparait, on avait de moins en moins peur, même s'il restait quand même encore des doutes. Et donc on s'était dit, ça les rassurera de suivre nos aventures, de savoir où on est. Voilà. Donc dans un premier temps, on s'est dit, on se lance pour nos familles, pour nos amis, et puis après, on verra bien. Vous avez créé le concept des Poipoines. Oui, c'est ça. Qui sont donc les habitants de la région de Quevaucamp, de là où tu vis. C'est ça. Et donc vous avez décidé de cibler YouTube, et vous êtes aussi sur Instagram pour les réseaux. Quand tu es parti en voyage comme ça, est-ce que tu t'es mis à l'écriture directement? Puisque ici, maintenant, pour ceux qui nous écoutent, tu as déjà écrit 2 livres. Tu savais que tu allais écrire au moment où tu faisais ce voyage? Tu avais un besoin? Ah oui, vraiment. Donc j'ai créé un site internet, qui était plutôt un blog, justement. J'ai même écrit avant le voyage. Donc j'ai commencé à écrire un texte, je crois que le tout premier raconte avant le tour d'Europe, raconte notre première expérience en camping-car, raconte les préparatifs, etc. Et puis j'ai écrit pendant le voyage aussi, sans réelle intention alors oui, je partageais mes textes sur ce blog, mais je le faisais essentiellement pour moi. Donc j'avais pas d'intention. Oui, peut-être, pour garder une trace. C'était une façon aussi, peut-être, encore une fois, de partager notre expérience, mais d'un autre point de vue. C'est pas la même chose que les vidéos, c'est plus intime. Puis j'ai quelques proches qui me disaient, j'aime te lire, ça me fait du bien, ça m'inspire, etc. Ça m'a donné envie. Je me suis dit, ça a du sens, même si ce n'est que pour une personne. Ça vaut la peine que je lui partage mes textes, même si ce n'est que pour elle. Et puis, finalement, c'était plus une, c'était 10, puis 20, puis je recevais des messages. Mais je comprends tout à fait. C'est comme les podcasts. Pour une personne écoutée, ça vaut déjà la peine. Exactement. Voilà, le voyage est en route. Comment ça s'est passé les premières semaines, les premiers mois en famille, comme ça, dans un espace aussi clos? Vous étiez préparés mentalement à ça? Non, on n'a pas vraiment eu l'occasion de bien se préparer parce qu'on a reçu le camping-car, je sais plus vraiment précisément le timing, mais j'invente, je vais dire 2 mois, même pas avant le départ. Et donc on a pu le tester seulement 2 fois, une fois avec les enfants, un week-end, et une fois rien que Vincent et moi. Alors ça nous a déjà donné une idée, plus ou moins, de comment ça allait fonctionner, mais ça n'a rien à voir avec le fait de vivre en camping-car. Il a fallu, je dirais, à peu près 1 mois
pour qu'on s'adapte vraiment. Un mois pour déjà trouver votre équilibre peut-être. Trouver l'équilibre, c'est ça, entre nous. Effacer toutes les peurs qui peuvent être liées à la façon de voyager, de vivre comme ça. Je pense par exemple dormir en pleine nature. Alors quand je dis en pleine nature, c'est vrai que ça peut être dans la nature, mais ça peut être aussi sur la place d'un petit village perdu avec tous les bruits autour. Voilà, c'est ça. Les bruits, s'habituer aux bruits autour, qui là sont différents sur chaque spot. Donc là, c'est une adaptation permanente, mais aussi les bruits du camping-car la nuit. C'est-à-dire quand les enfants qui dormaient dans la Capucine se retournaient, ça faisait bouger le camping-car, ça faisait des bruits. Le sommeil doit pas être top en fait. Alors moi personnellement, je dormais très très bien, mais Vincent non. Et le moindre petit bruit le faisait sursauter et il avait peur. Il avait peur en fait, peur qu'on vienne nous agresser, voler des choses. Il y avait nos vélos sur le porte-vélo ou que sais-je. Et donc voilà, il a fallu un mois pour s'habituer à vivre dans l'espace, les déplacements. On peut pas se déplacer tous les 5 en même temps. Les rituels du soir, quand il faut aller se coucher, installer le lit de Célestine, etc. Cuisiner, enfin voilà, la vie pratique dans le camping-car, les nuits, et puis la gestion du temps, le rythme, c'est-à-dire nous finalement on roulait on roulait plutôt en fin de journée. Ce n'est que en fin de journée qu'on se déplaçait, qu'on cherchait le spot, on y passait la nuit et puis on passait là une partie de la journée et puis voilà, on reprenait la route l'après-midi. Chaque jour ou ça vous arrivait de rester plus longtemps sur On a changé presque chaque jour et ça on a essayé pourtant régulièrement de se poser. On l'a fait parfois, on s'est posé 3-4 jours. J'ai pas l'impression qu'on se soit posé plus que 3-4 jours pendant le Tour d'Europe. Et pourtant, on avait conscience que ce serait bien. Mais voilà, il y a un truc qui a fait que... Il n'y a pas de regret à ça? Alors, pas à ce moment-là. Ce qu'il y a, c'est que j'ai en tête aussi le deuxième voyage qu'on a fait, dont on revient maintenant, et donc parfois, ça se télescope un peu, nos humainement, ressentis. Est-ce que le fait de changer aussi régulièrement, tu arrives à t'attacher? Parce que le voyage, c'est bien, mais j'imagine qu'il y a aussi un peu une quête humaine, une recherche, pas de relation, mais je veux dire avec les locaux, etc. Oui. Si tu changes à chaque fois d'endroit, tu ne peux pas vivre ce contact. Ouais. Après, ce qu'il y a, c'est que je pense que comme c'était notre toute première expérience, et donc surtout au début, on avait peur de déranger. C'est ce qui faisait peut-être aussi qu'on se déplaçait. On avait envie d'être là. On avait vraiment soif de rencontre avec les locaux. Mais on avait une certaine pudeur aussi. Et la peur de déranger, c'est ça. Et donc, je crois que c'est ce qui faisait que on se déplaçait plus souvent, au détriment peut-être, effectivement, de plus de rencontres. Alors, ce qui nous a poussé parfois à nous arrêter, c'est les rencontres, justement, pas forcément de locaux, mais d'autres voyageurs. Ouais, ça nous a poussé à nous arrêter pour passer du temps avec eux. Est-ce que, bizarrement, vous avez parfois souffert de solitude, même si vous étiez à 5. J'ai lu dans ton livre que vous étiez quand même fort proche de vos familles, de vos amis, vous aviez un cercle d'amis assez conséquent. Est-ce que justement, si vous vous faites pas assez locaux, vous pouvez vivre ce manque finalement relationnel? Bien sûr. Tout en étant en voyage? Ah oui, ça c'est sûr, et ça, j'en suis convaincue. C'est pas parce qu'on a beaucoup, même en étant chez nous, entouré de famille et d'amis, on peut se sentir très seul. Et là, en voyage, il y a eu des périodes où on a fait moins de rencontres. Et ça a été plus difficile à vivre. Ouais, on sentait qu'on avait besoin de rencontrer des gens. De socialiser simplement. Vraiment. Oui. Donc ça arrivé plusieurs fois. Ce voyage en Europe, est-ce que tu as une anecdote à nous partager, quelque chose qui t'a vraiment marqué, que ce soit sur un aspect humain ou un paysage ou quelque chose en famille qui s'est passé qui t'a vraiment... tu te dis, ça c'est ce que je retiendrai de tous ces voyages sur 9 mois. C'est pas facile. Non. C'est vraiment pas évident. Exercice difficile. Ouais, et encore une fois, parce que comme il y a eu d'autres voyages après, ça se chamboule. Ça se chamboule un peu. Et puis ça me semble, il y a pas si longtemps que ça, mais ça me semble loin parce qu'on a vécu tellement de choses en fait. C'est ça qui est incroyable, c'est que quand on part en vacances, même 15 jours, 3 semaines, c'est facile peut-être d'avoir des moments forts qui restent là et qui vont nous porter de longs mois, etc. Mais quand on voyage pendant 9 mois, il se passe tellement de choses. Et dans chaque pays, c'est différent. C'est comme si tu résumes une vie, en fait. C'est peut-être pas possible. C'est tellement énorme. Et comme notre façon de voyager, de nous déplacer beaucoup, d'être fort d'être accro à la découverte, etc., fait que j'ai tellement de souvenirs. Alors après, en revoyant des vidéos, des photos, etc., ça remonte. Ça remonte des moments plus précis. L'Albanie, c'est un pays qui nous a particulièrement touchés. Ça, c'est clair. C'est un pays où on a envie de retourner aussi parce que
que je crois qu'on s'attendait à moins de choses dans ce pays-là. On a été touchés par les rencontres de locaux là-bas, avec qui c'était très difficile de communiquer pourtant, parce que l'albanais est une langue très compliquée, qu'ils ne parlaient pas bien anglais, ou même voire pas du tout. Et donc c'est le pays où à la fois la communication a parfois été la plus difficile et la plus intense et belle. Ouais, je dirais peut-être l'Albanie a été donc le pays qui nous a le plus marqué. Et pas spécialement pour le paysage. Alors pourtant je suis accro à ça, au beau paysage. Ouais. C'est vraiment un truc, je suis vraiment devenue. Est-ce que t'es une paparazzi quand tu es en voyage comme ça? Est-ce que t'as besoin de capturer en photo, en vidéo ce que tu vois, ou est-ce que tu sais le savourer sur le moment même? Alors j'apprends à savourer parce que au début on a envie de tout capter, on a envie en effet de prendre des photos de tout. Alors maintenant j'ai Vincent qui le fait beaucoup. c'est lui le paparazzi, et parfois j'ai envie de lui dire mais allez profite, mais en même temps il a raison. Si on veut continuer à alimenter, il y a rien à faire, il faut prendre des images. Mais moi, j'avais quand même souvent envie de laisser mon téléphone dans le camping-car et juste profiter et savourer. Est-ce que cette part de créatrice de contenu peut empiéter un peu sur justement profiter du moment présent? Oui. Et ça n'a pas été parfois un peu tendu à ce moment-là, justement, de se dire je lâche tout et je profite du moment? Tout à fait. Moi, assez régulièrement, je me suis posé la question, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on ne devrait pas arrêter? Est-ce qu'on passe pas à côté de notre voyage aussi? J'ai été loin dans mes réflexions, et même de façon générale, je parle de nos partages, mais les réseaux sociaux en général, est-ce que tout ça a du sens? Parce que j'avais vraiment envie aussi d'une déconnexion, j'avais envie de montrer à mes enfants qu'on peut vivre sans être connecté à son téléphone tout le temps. Je voulais qu'on profite de la nature, qu'on profite d'être ensemble, et j'avais peur qu'au contraire on s'accroche de trop à toujours vouloir tout capter, tout partager, etc. Maintenant, c'était un apprentissage, et donc je pense qu'on a fini par trouver un bon équilibre. Oui, c'est ça. À être capable de dire maintenant stop, ça c'est pour nous, on le partage pas, c'est rien qu'à nous et c'est ok. Et puis d'autres moments où ça en fait on a vraiment envie de le partager, parce que je crois que ça nous plaît bien, un truc un peu journalistique comme ça qui nous plaît à Vincent et à moi. Et let's go, on va se renseigner, on va filmer, on va expliquer aux gens. Ah oui, c'est vraiment une passion. Donc voilà, c'était 9 mois de voyage intensif qui, c'est difficile de résumer tout un voyage, mais que toi tu as condensé sur un blog, sur YouTube via des vidéos et dans ton livre, où tu as mis en parallèle une autre partie de ta vie qui s'est passée après le voyage. Oui. Donc malheureusement tu as subi la maladie, tu as vécu un cancer. Ça s'est passé juste après? Il y a eu combien de temps Alors, c'est plus ou moins donc 1 an après. En fait, après notre retour, qui s'est pas très bien passé. D'ailleurs, c'était dur de rentrer. On était très heureux à la fois de retrouver nos proches, mais on a vécu un espèce de burn-out d'après-voyage. Et donc, on avait envie de repartir. On a lancé notre deuxième projet de long voyage. Et donc, tout était prêt pour partir. Qu'est-ce qui était difficile? C'est la routine? Oui, il y a un mélange de tout. Je pense que quand on voyage beaucoup comme ça, qu'on est dans l'adaptation permanente, dans le changement permanent, ça provoque énormément d'émotions, ça enclenche certainement beaucoup d'hormones. Et quand on revient à la routine, il y a une chute de tout ça, une chute d'hormones, une chute émotionnelle. On a moins besoin de son instinct. On pense que c'est ce qui engendre après un état un petit peu dépressif. Est-ce que tu dirais que tu t'es plus vraiment la même personne quand t'es revenue de ces voyages-là? Sur ta façon de penser, sur les priorités que tu mettais dans ta vie aussi, par l'expérience que t'avais vécue? Oui, ça c'est certain. Je pense que de manière générale, tout le monde change. À chaque jour qui passe, à chaque événement qui se passe dans nos vies, ça provoque un changement en nous. Mais le voyage provoque des changements beaucoup plus rapides, en fait. Parce que, alors c'est pas que le voyage, mais c'est le fait de tout le temps qu'on s'est consacré aussi. Avoir autant de temps pour penser, alors que dans nos vies de tous les jours, quand on travaille de façon normale, ça passe tellement vite, on a peu de temps pour l'introspection, pour les remises en question, etc. Le rythme n'est pas du tout le même. Le rythme n'est pas le même. Là, le rythme était basé sur notre rythme. En fait, c'est nous qui créions le tempo de nos vies, donc on a le temps de penser, de se remettre en question, etc. Beaucoup plus de moments de contemplation, de proximité avec la nature, ça aide aussi à tout ça. Et donc, je pense avoir changé, comme tout le monde,
mais peut-être un peu plus vite et peut-être sur d'autres aspects qu'on a moins l'occasion d'explorer dans la vie normale, entre guillemets. Et je pense, voilà, entre autres à la proximité avec la nature, au changement climatique. Est-ce que ça t'a changé sur la manière de consommer? Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, il n'y a pas de sens en fait? Ah oui, ça c'est évident. Ouais. Ça c'est clair que quand on est revenu du voyage, que j'ai ouvert le tiroir des couverts et que j'ai vu la quantité de couverts que j'avais, c'est symbolique, hein. Oui. Mais je me suis dit, oh wow, c'est quoi ce délire? On a vécu pendant 9 mois avec 5 fourchettes et c'était ok. J'ai vécu avec quelques tenues et c'était ok. J'étais même tellement plus libre en tant que femme avec mes quelques tenues. Je ne m'étais jamais sentie aussi libre qu'en possédant si peu. Donc bien sûr, quand on est-ce que ça change après dans le quotidien, ou alors on reprend les habitudes de consommation quand même malgré tout? Elles sont. Alors c'est étrange, mais elles reviennent, mais pas complètement. Il y a quand même une partie de moi qui se braque, c'est-à-dire je ne veux plus jamais consommer autant qu'avant. Ça c'est sûr. Je n'en ai pas besoin. Mais parfois j'ai comme ça des oui, mais quand même, il faut quand même que je fasse un peu attention à mon look. Enfin, voilà. Les codes, oui. Le code vestimentaire, tout simplement, on reprend le notre entourage aussi. Et l'entourage, je peux pas aller avec mes. J'ai passé 9 mois en tongs. Je peux pas aller à l'école en tongs avec mon vieux legging et pas coiffé, pas maquillé. Enfin, si, mais il y a le regard de l'autre qu'on côtoie au quotidien. Ouais, c'est ça joue beaucoup. Ouais, et puis je voulais pas non plus être trop différente parce que je voulais pas effrayer les autres. C'est dur ça d'assumer qu'on a vraiment changé parce que je voulais pas perdre les autres. Et ça, comment ça s'est passé par rapport aux autres? Est-ce qu'ils ont compris un peu le burn-out que vous avez vécu? Parce que pour eux, c'est un peu comme si c'était des vacances. Mais pour vous, c'est une vie de 9 mois. C'est ça. Vous n'êtes plus tout à fait les mêmes. Non, c'est ça. C'est compliqué. C'est compliqué. Ça dépend un peu des gens. Ça dépend du vécu de chacun. Ça dépend de la relation qu'on avait avant. Il y a des gens avec qui ça n'a rien changé. Voilà. Absolument rien. Et puis d'autres, c'est plus le même. Voilà. Est-ce que c'est nous qui avons changé? Est-ce que c'est les autres? Est-ce que c'est la vie? Est-ce que, voilà, c'est naturel, c'est comme ça. Mais c'est pas si facile, hein, de partir comme ça parce que je m'en rends compte après. Ça peut créer une sensation d'abandon pour celui qui reste et qui voit ses amis partir et qui se dit mais pourquoi il a besoin de tout quitter, de partir loin de nous Parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. Non, simplement. Voilà. Ouais. Une fois ce retour, vous aviez déjà prévu de faire un deuxième beau voyage? Quand on est revenu, on ne savait pas encore vraiment. C'est vrai que pendant le voyage, à différents moments, on en a parlé tous ensemble, à 5. On faisait des espèces de... on faisait un peu le bilan. Ok, comment ça se passe jusque maintenant? Comment chacun se sent? Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qu'on n'aime pas? Qu'est-ce qu'il faut changer? Et plus tard, on parlait parfois, plus tard, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'était quand même un peu flou. Ça dépendait, les avis divergeaient pour les enfants, pour nous. Et donc quand on est rentré, je pense qu'une part de nous, les adultes, parce que les enfants, en fait, eux, surtout vu l'âge qu'ils avaient, ils suivent. Ouais. Alors leur avis compte, hein, ils sont capables de dire je veux pas. Hein. Oui, parce que c'est pas toujours des âges faciles où ils ont des copains à l'école et quitter, revenir, se réinclure, c'est pas évident pour eux, je pense. Ouais, bien sûr. Comment ça se passe à ce niveau-là, le retour pour eux et ce projet peut-être d'envisager un nouveau voyage? Ben, je pense que donc eux s'adaptent plus facilement que nous. Maintenant, je ne sais pas trop si c'est difficile pour eux de venir avec à cet âge-là de verbaliser et de dire en fait c'est dur, ça me manque, je trouve pas de sens à l'école, j'ai envie de repartir. C'est trop petit peut-être ou peut-être que nos enfants sont pas comme ça, peut-être que des enfants je vais en parler avec d'autres voyageurs ça dépend vraiment, ça dépend des enfants, ça dépend de la façon de communiquer de chacun, etc. Mais nous, ils l'ont pas dit comme ça c'est sûr. Par contre, quand on a amené l'idée de repartir, on l'a fait on a fait très très attention parce qu'on voulait pas transposer nos besoins. Oui. On voulait pas que ils se sentent obligés. Bon ben ok, maman et papa ont envie de voyager. Enfin, c'est pas juste envie de voyager, ils ont besoin de repartir. Alors on va s'adapter, on va suivre pour leur faire plaisir. On a vraiment essayé de faire très attention. Il fallait que ça soit un besoin commun. C'est ça, voilà. Et il s'est avéré qu'après plusieurs discussions, oui, le besoin ils sont pas exactement pareils, hein, c'est normal, les besoins à 6 ans, à 15 et à presque 40 sont pas les mêmes. Mais par contre, la nostalgie du voyage était présente et la soif de découverte aussi.
mais l'envie de faire quelque chose d'un peu différent. Ouais. Donc les garçons, par exemple, ils avaient envie de tenter un voyage en sac à dos. Et donc on a croisé un peu, et au fil des discussions, c'était une destination qu'on avait eu en tête, mais on s'est dit, oh oui, non mais quand même c'est compliqué, c'est loin. Mais là, elle est revenue sur le tapis, l'Asie en sac à dos. On s'est dit, ok, why not, pourquoi pas. Les garçons étaient hyper emballés, Célestine aussi, mais elle tout l'emballait de toute façon. Et nous on s'est dit, bah super. Et en fait, ce deuxième voyage, maintenant que vous êtes expérimenté dans le voyage, les peurs sont plus les mêmes. Non, ça n'a plus rien à voir. Je dis pas qu'on n'a plus de peur. Alors là, évidemment, il y en avait d'autres parce qu'il y avait l'exotisme de l'Asie. Donc voilà, c'est plus les mêmes. Elles sont peut-être un peu plus rationnelles et heureusement qu'on a peur de ça. Les maladies, le climat, etc. Il faut quand même avoir peur, c'est normal et important dans la vie d'avoir peur. Aussi, vous aviez l'organisation de camping-car que vous n'aviez plus en sac à dos. Mais ça nous faisait pas peur, ça. Non, ça nous faisait pas peur. C'est juste qu'en effet, ça nécessitait de l'organisation. Mais j'ai eu peur de la distance. J'ai eu peur qu'il se passe quelque chose en Belgique quand on était loin là-bas. Ouais. Par exemple, un décès ou ce genre de choses-là. J'avais peur de ça. Quand on est en camping-car en Europe, c'est facile de revenir. Après, je me suis rendu compte, bon, c'est tout des Est-ce que ça, par exemple, pour te rassurer, t'as dû voir pour des assurances beaucoup plus c'est ça. poussées? Ouais, voilà. Je pense que peut-être que même autour d'Europe, j'avais peur, peut-être aussi au début, de m'éloigner et de ne pas être présente pour mes proches. Et puis, il a fallu le temps pour qu'on comprenne, ok, mais non, il y a des solutions. Je repense à ça autour d'Europe. On a manqué la grossesse de ma belle-sœur parce qu'on était en voyage à ce moment-là. Mais par contre, on a pris un avion pour aller rencontrer notre petite nièce. Et en fait, voilà, les solutions, elles existent. Elles sont pas idéales dans les idéaux que ça représente, prendre un avion comme ça. Mais bref, à un moment donné, on s'est dit, là, c'est un réel besoin. On veut être là pour nous, mais pour eux aussi. Et on a déjà manqué pas mal de moments, mais ça, c'est trop important. Donc la naissance de notre nièce et moi de mon filleul aussi. Donc on est allé en Belgique pour ça. Et pour l'Asie, il a fallu le temps. Les peurs étaient là, il a fallu le temps qu'on rationalise un peu, qu'on se dise ok, bon, il y aura des solutions. Et il y en a. On verra bien s'il se passe quelque chose, on trouvera des solutions. Donc vous avez commencé ce projet quelques mois après votre retour. Oui, voilà, c'est ça. Okay. Donc à peu près quelques mois, le temps de mettre tout ça en place. On était quand même bien avancé dans le projet. On avait fait les vaccins, on avait nos sacs à dos. On a fait déjà pas mal de démarches, je pense entre autres à nos congés ou je sais plus trop quoi. Et là, malheureusement, 2 mois avant le départ officiel, j'ai appris que j'avais un cancer du sein. Et pour le coup, beaucoup de choses pouvaient nous arrêter, mais celle-là, on ne sait pas la prévoir. Là, on ne sait pas la prévoir et c'était impossible de trouver des solutions pour quand même partir. Pourtant, on a essayé. C'est vrai? Ah oui. Quand ça me semble fou quand j'y repense, mais je ne me revois devant la gynécologue. Est-ce que tu minimisais pas quelque part ce que tu avais en te disant ouais, c'est bon, on va le faire, hop, et on y va? Mais bien sûr. Moi, je savais pas du tout. Donc, devant la gynécologue, en premier lieu, et après l'oncologue aussi, mais je lui disais, bon, ok, d'accord, il y a un cancer, mais l'Asie, parce que nous, on est censé partir là dans 2 mois, comment ça se passe alors? Je n'avais aucune idée à ce moment-là du temps que ça allait prendre, du risque que je prenais. La seule chose qui comptait, c'était notre départ imminent. Et le fait que on m'annonçait que j'allais pas pouvoir partir, quoi. Ouais. Dans le déni. Dans le déni, mais peut-être que c'est aussi ce qui m'a aidée. Oui. Tout compte fait, je me dis que est-ce que c'était pas plus mal comme ça de me battre, de vouloir continuer à mettre en place ce projet. Ouais, c'est ça. T'avais un objectif, en fait, de dire il faut que je guérisse au plus vite, comme ça, le projet. Exactement. Ouais. Et ce combat, comment ça s'est passé? Alors, c'était long, c'était très long et dur. Donc, les traitements ont duré, et encore, je m'estime tellement chanceuse. Les traitements ont duré 1 an et ça s'est bien passé au final, puisque alors mon oncologue ne dit pas les choses comme moi. Lui, il est beaucoup plus prudent. Il ne parle pas encore de guérison. Il faut attendre quelques années pour en parler. Mais moi, j'ai envie de le dire. Je suis guérie, point. Et voilà, c'est bon, c'est derrière moi. C'est comme ça dans ma nature de toute façon, mais c'était très dur, oui, ça c'est sûr que... Alors, j'ai pas une très très bonne mémoire, c'est une bonne chose pour les mauvais souvenirs. C'est plus compliqué pour les bons, donc c'est bien d'avoir beaucoup de photos et de vidéos, mais j'oublie vite les mauvais souvenirs et tant mieux.
Ça me semble loin, mais oui, c'était très très dur. Je crois que c'est pour ça aussi que j'ai eu besoin d'écrire. C'était vital, viscéral. Ton livre était presque bouclé en fait quand t'es revenue sur la partie voyage. Donc en fait, j'ai commencé à écrire pour le livre quand j'ai appris le cancer. Et donc là, j'ai commencé à expliquer ce que je vivais en temps réel. Je parlais du cancer. Et puis je me suis dit, mais en fait, moi à la base, j'avais envie d'écrire un livre, mais qui parlerait de notre voyage. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore de cancer dans l'histoire et j'avais pas encore eu le temps de mettre ça en place. Mais là, avec le cancer, ça m'a vraiment boosté à écrire. Mais j'avais quand même envie de quand même parler de nos voyages. Je voulais pas ne parler que du cancer, en fait. Et donc, je me suis dit, ok, bah alors, je vais aussi parler de nos voyages. Et je me suis rappelé que j'avais écrit tant de textes pendant notre voyage et que tout compte fait, il pouvait avoir une place là-dedans. Donc, je suis allée rechercher tous ces textes. Je suis venue les intégrer dans mon récit. Et j'ai aussi, après, je me suis dit, mais j'ai une de mes meilleures amies, Céline Massard, qui chaque mois m'a écrit une lettre quand on était en voyage. Et elle a un talent pour l'écriture incroyable. D'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, elle a écrit son tout premier roman, qui est extraordinaire, La Serenita. Et ces lettres sont sublimes. Et je me suis dit, mais en fait, c'est intéressant parce que elles apportent encore un autre point de vue. Je vais aussi les intégrer dans mon livre. Et voilà, je suis venue avec petit à petit un puzzle que j'ai assemblé avec 3 récits différents. Le cancer, les voyages, le point de vue de Céline. Et tout s'est bien... Enfin voilà, agencé, voilà, ouais, c'est ça. Et tu as appelé ce livre Triple Positif. Tu peux expliquer pourquoi ce nom ? Alors, pour plein de raisons, voilà, ce triple récit, alors qui peut-être est moins évident, moi je le sais, mais voilà, ce triple récit. Puis évidemment parce qu'en fait, triple positif, c'est un type de cancer, c'est pas celui que j'ai, mais quand on tombe dans l'univers du cancer, on entend tellement de choses et voilà, j'avais entendu parler, du triple positif qui est un des cancers les plus dangereux. Voilà, ça m'avait percuté, et en triple positif, cette notion de positivité. Et puis après, il y a le mot trip aussi qui se trouve dans triple. C'est une combinaison, encore une fois, plein de petites graines qui ont fait que ce titre m'a semblé évident. Parce que j'ai lu ce livre-là, ce qui transparaît vraiment de ce livre, pour moi, c'est cet entourage que tu as autour de toi. Au niveau des amis, effectivement, tu le dis, il y a vraiment une connexion malgré la distance avec ces personnes. Et on sent aussi que dans les récits que tu parles de ta maladie, il y a un entourage autour de toi très fort, qui moi m'a beaucoup émue en fait, dans cette partie-là, au-delà du voyage, etc. Je crois que c'est vraiment ce qui m'a marqué dans ton récit. Donc voilà, je conseille pour ce premier livre de le lire, vraiment ça vaut la peine, c'est inspirant, c'est vraiment ce que j'ai retenu. Tu as écrit un deuxième livre qui s'appelle Le souffle du roseau. Celui-là, tu l'as écrit après la maladie ? Non. Alors en fait, donc je suis arrivée au bout de triple positive. Je me suis arrêtée en fait à la chimio. Donc le triple positif parle de nos voyages et puis du cancer jusqu'à la chimio. Et puis après, en fait, donc j'ai eu beaucoup de retours positifs du livre. En effet, il a été super bien accueilli parce qu'on a une chance de dingue d'avoir une communauté formidable qui nous suit et vraiment des gens qui nous suivent depuis le début. Je pense en effet qu'il a été inspirant et qu'il a pu peut-être aider des gens. D'ailleurs, beaucoup de gens me disaient, mais et la suite ? Et on voudrait connaître la suite. Et donc, je me suis dit, en fait, oui, effectivement, mon histoire, elle n'est pas terminée. Il faut que je raconte la suite du parcours. Et non seulement le cancer, mais pas que. Je voulais vraiment que ce soit pas un livre qui parle que du cancer. En fait, pendant cette année de traitement, on a eu l'occasion de faire beaucoup de voyages, étrangement. Alors que nous, on a dû abandonner notre projet de voyage en Asie. Pourtant, pendant cette année de traitement, on est parti à gauche, à droite, dès qu'on le pouvait, quitte même parfois à décaler le traitement avec l'oncologue. C'est lui-même qui a parfois décalé pour qu'on puisse partir. Et donc, j'ai raconté tout ça aussi. Je voulais qu'il y ait encore une part d'évasion, de voyage dans le souffle du roseau. Donc ça, je l'ai écrit pendant la fin du traitement. J'ai beaucoup écrit aussi en Norvège. Je l'ai terminé en Norvège. Donc, quand on a enfin pu repartir en voyage parce que les traitements étaient terminés ou presque, j'ai terminé le souffle du roseau. Parce que ce que je voulais absolument, c'était tout boucler avant de partir en Asie. Donc ce voyage en Asie est resté dans ta tête malgré la maladie, tu l'as juste mis entre parenthèses et c'était un objectif pour toi ? Oui. Au début, on a cru qu'on devait tout annuler.
C'était très très dur. Et puis on a pris le temps de réfléchir, d'en discuter aussi avec l'oncologue, hein, et on s'est dit ok, on n'annule pas, on reporte. D'ailleurs, nos billets d'avion, on a tout fait pour les reporter. On a pu conserver le montant de nos billets d'avion et on avait quelques mois pour réserver les nouveaux billets d'avion. C'était un fameux pari. De toute façon, si pas, c'était perdu. Oui. Et voilà, c'était comme ça. Ça a été notre leitmotiv, ça c'est sûr. Je dis notre parce que j'étais pas toute seule. En vraiment. équipe. Ah, ça c'est sûr, un cancer, intérieurement, physiquement, on le vit seul, mais c'est une affaire d'équipe. Et au plus on est entouré, au mieux ça va se passer. Chacun vit son cancer différemment, un cancer n'est pas l'autre, une personne n'est pas l'autre. Il y a des gens qui font peut-être une forme de déni, j'en sais rien, ou c'est une technique de survie, de ne pas en parler, de n'en parler à personne, de ne demander aucun soutien, de continuer à vivre une vie normale, comme si de rien n'existait, etc. Moi, par contre, j'avais besoin d'être entourée et en plus, au-delà de ça, j'ai reçu ce soutien. Je sais que j'ai une chance incroyable et c'est aussi pour ça que je parle de toutes ces personnes dans mes livres parce que je voulais leur rendre hommage, que ce soit dans les bons moments comme nos voyages ou dans les mauvais. En effet, j'ai conscience de la chance que j'ai et peut-être que d'une certaine façon, en leur témoignant tout l'amour que j'ai pour elles dans mon livre, je m'excusais un peu d'être partie. Je leur disais. Forme de culpabilité. Oui. Dans le départ. Il y aura toujours. Même, voilà, on va repartir. On va repartir parce que c'est en nous. C'est en vous, c'est ancré. Mais le temps passe et donc. Je pense que les proches doivent vous accepter comme vous êtes en fait, et vous aiment avec ce besoin finalement que vous avez de liberté. Tout à fait. Et c'est une encore plus belle preuve d'amour de leur part en fait, parce de laisser partir. Mais bien sûr, c'est incroyable cette preuve d'amour-là. Vraiment. En plus, vous diffusez donc quelque part. Enfin, maintenant avec les réseaux sociaux, avec la technologie. Vous partez, mais vous restez connecté aussi aux proches. C'est quand même un plus. Oui, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que, alors voilà, on a la famille des amis qui regardent nos vidéos quand on n'est pas là. Non, mais quand il y a on le n'est pas téléphone. Là. Oui, vous ça savez, je le fais. Faire des vidéos. Ah oui. Conférences. Parce que je sais que c'est très important pour mes proches de ne pas être mis au même niveau que tous nos abonnés, etc. Voilà. Donc, quand je suis en voyage, je prends des nouvelles très régulièrement de mes proches parce que je veux maintenir le lien absolument. Ouais. Et donc, ce voyage en Asie a eu lieu. Vous êtes parti combien de temps? Alors, donc, on a eu le feu vert de l'oncologue. À la fin des traitements, il nous a dit « Ok, vous pouvez partir d'abord 2 mois et après, il faut revenir faire un bilan. Et là, vous pourrez partir 6 mois. » Donc, c'est comme ça qu'on a partagé notre voyage en 2. D'abord 2 mois en camping-car en Scandinavie. On est revenu au mois d'octobre, ce qui était parfait parce que j'avais plusieurs événements, Octobre Rose, etc. J'ai fait tous les bilans, prise de sang, IRM, etc. Il m'a dit « Ok, c'est bon, tu peux partir, tu as 6 mois. » Il a un peu allongé parce que normalement, c'est plutôt 3-4 mois. Mais il m'a dit « Ok pour 6. Mais s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles, j'avais son contact WhatsApp et tout, tu m'appelles et bien sûr, surtout si ça va pas, tu reviens quoi. Donc voilà, on est parti au total, au total même 8 quoi, avec la Scandinavie. Incroyable. Et alors cette expérience de l'Asie, est-ce que c'était fort différent de l'expérience camping-car? Comment vous l'avez vécu? C'est complètement différent. Déjà de par le changement de continent, donc c'est pas du tout la même chose. Le dépaysement, il est intense dès qu'on pose le pied là-bas. On a atterri à Bangkok, on est dans du dépaysement complet. Qu'en Europe, voilà, peut-être à part l'Albanie, la Serbie, le reste on est moins dépaysé. Oui, culturellement, les paysages, la langue, la religion. À parler de la nourriture aussi. Oh, évidemment, évidemment, tout est tellement différent. En fait, le climat, il y a le dépaysement de 1. Et puis le mode de voyage, ça n'a vraiment rien à voir. Donc le sac à dos, on a sa maison sur son dos, on n'a pas grand-chose avec soi, on doit plus anticiper, c'est un peu plus obligatoire, surtout en Asie, c'est-à-dire on a des visas, donc on peut pas rester plus d'une certaine période, en général 1 mois dans le pays. Plus de contraintes en fait. Oui, plus de contraintes qu'en camping-car, moins de liberté. Oui. Mais vous êtes resté plus longtemps sur certaines zones. Vous preniez par exemple des logements pour plusieurs jours en fait. Alors oui, c'est ça. On essayait quand même vraiment de ne jamais rester moins de 2 nuits au même endroit.
3, parce que sinon c'est vraiment invivable. En général, en moyenne, on était plus ou moins à 3 nuits, et ça nous est arrivé 2 fois sur les 6 mois de nous poser une semaine. Ce n'était pas assez. Notre conclusion du voyage, on est revenu complètement éreinté de ce voyage. Non seulement parce qu'en effet, le rythme était très intense, les changements beaucoup plus brutaux, parce qu'on travaillait quand même aussi en même temps, alors que c'était pas le cas autour d'Europe. On était éreinté parce qu'on ne s'est pas assez posé. On était toujours dans cette soif de découverte qui était intensifiée par la pression du visa. Vous avez qu'1 mois dans le pays, donc allez-y, profitez un maximum. Et nous, on voulait explorer tout le pays avec le recul. Mais évidemment, c'est facile à dire après, avec le recul et après avoir vu tout ça. Pour nos prochains voyages, en tout cas, nous, ce qu'on veut maintenant, c'est se poser quelque part. C'est s'immerger vraiment dans une région. Voilà, dans un, je dis une région, mais même dans un village. Avoir plus de contact privilégier avec les locaux, prendre le temps. C'est une autre manière de voyager en fait. C'est plus l'aspect humain de nouveau. C'est ça. Qui est privilégié alors. Oui, parce que quand on se déplace régulièrement, on rentre un peu dans les clous du voyage touristique finalement, et c'est pas ce qu'on veut nous. J'ai eu l'occasion d'interviewer un couple, le couple Le Calme, qui a fait aussi un voyage comme ça en Asie. Eux aussi ont eu cette frustration de toujours suivre les mêmes itinéraires que tous les touristes et ont vu casser ça. Je sais pas si vous avez senti la même chose, d'être un peu dans ce schéma au Vietnam, par exemple, très touristique finalement, et que c'est difficile en tant qu'Européen parfois de sortir de cette zone. Oui, ça c'est sûr. C'est plus facile de suivre les trajets touristiques. Pourquoi? Déjà, dans les informations qu'on trouve sur Internet, on va plus facilement trouver les infos sur les grands attraits touristiques de 1. Et puis pour l'accès, parce que on est en Asie, c'est pour alors ça dépend. En Asie du Sud-Est, en tout cas, beaucoup de pays qui sont moyennement développés. Donc, au niveau des transports, c'est pas toujours évident de vouloir sortir un petit peu de ces grandes routes touristiques. Ça demande plus d'énergie, plus de recherche, plus d'improvisation. Et c'est pas facile. Parfois, la fatigue de l'organisation fait qu'on a envie de suivre une route, et puis après, tout compte fait, on est sur cette route et on se dit mince, non, en fait, c'est pas vraiment ce que je voulais. Donc, au Vietnam, heureusement, là, on est sorti de ça, et à part quelques petites exceptions, mais dans l'ensemble, on a vraiment fait un itinéraire hors des sentiers battus. On a passé 15 jours dans le delta du Mekong. Alors qu'en général, sur les circuits touristiques, les gens ils vont à Ho Chi Minh Ville et puis en une journée, ils font le delta du Mekong et ils rentrent. Alors que nous, on y a passé presque 15 jours. Donc, c'était même un peu trop long. Je ne le conseille pas forcément, mais quand on est allé dans le nord du pays, bien sûr, on a fait donc la baie d'Along terrestre qui est quand même quelque chose d'assez connu et touristique. Mais on est parti aussi dans un petit village qui s'appelle Mai Cho, qui est beaucoup moins connu. C'est quasiment notre étape préférée de tout le Vietnam. C'est Puis vous avez été, par exemple, le Japon, vous avez aussi été un peu à contre-courant avec ce projet de camping-car. C'est quand même pas une façon de voyager qui est fort connue au Japon. Non, ça commence. Un peu plus atypique. Oui, c'est plus atypique et ça permet encore une fois de sortir du classique, même si on a fait le classique aussi parce que quand on est au Japon pour la première fois de sa vie, on a envie, et avec des enfants, on a envie d'aller visiter Osaka, d'aller évidemment à Tokyo. Alors Hiroshima peut-être un peu moins, mais c'est quand même plus connu aussi. Mais le camping-car nous permet d'aller dans des zones où les touristes vont moins parce que il y a moins d'attrait de base. Le Japon est très très développé, surtout au niveau du transport en train. C'est très bien fait. On peut facilement rejoindre toutes les grandes villes en train. Mais par exemple, je pense à l'île de Shikoku. Eh bien là, il n'y a pas de train qui va jusque-là, ou alors en tout cas pas à ma connaissance, pas dans toute la partie montagneuse. Et donc là, on ne peut y aller qu'en voiture, en camping-car, éventuellement en bus. Mais donc, ça nous a permis de découvrir une partie du Japon qui est moins touristique, qui nous a plu énormément. Toi qui as voyagé beaucoup, comment tu vis justement cet aspect touristique, le regard que tu as sur le tourisme en général? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a oppressé ou tu l'as bien vécu, même si toi-même tu es touriste? Parce que on constate ces dernières années, les gens ont besoin de voyager de plus en plus et de plus en plus de gens font aussi des tours du monde. Est-ce
que c'est quelque chose qui a été perturbant dans ton voyage, notamment en Asie? Ouais, c'est sûr que ça questionne beaucoup. Alors c'est fou, moi j'ai pas l'impression d'être, je me qualifie pas encore de grande voyageuse. C'est fou, hein. Ouais. Il y a encore tellement à explorer. Et effectivement, j'ai quand même déjà eu la chance de beaucoup voyager et je suis une touriste aussi. C'est pas facile parce qu'en fait, bien sûr, on a beaucoup de questionnements là-dessus. On en a beaucoup parlé avec les enfants en Asie parce qu'on a pris plusieurs avions. C'est pas facile de l'assumer pleinement. On se questionne beaucoup par rapport à ça. Alors, bien sûr, il y a notre soif de découverte. On a la chance de pouvoir le faire. Mais on se dit, est-ce raisonnable? Est-ce que c'est une bonne chose pour les populations locales? Alors, oui, bien sûr, d'une certaine façon, on se dit que on apporte notre touche. Mais vraiment, quand même, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ah oui, ça nous travaille tout le temps. On y pense tout le temps. Donc, je suis encore partagée. J'ai pas vraiment de réponse par rapport à ça parce que je pense que c'est pas facile. On sait qu'on a de la chance de pouvoir le faire et de plus en plus de gens en effet peuvent le faire. Mais en même temps, on était là-bas parfois dans des villages et on savait très bien que les gens qui sont là ne pourraient peut-être jamais faire ça de leur vie. Et c'est quand même difficile. C'est le voyage qui te conscientise aussi sur ça. Ouais, sur probablement. Cette thématique que ces gens-là n'ont pas la chance que vous avez et donc ça permet peut-être de grandir sur la chance que nous on a dans les pays européens. C'est clair. Et puis bien sûr, il y a le syndrome du sauveur blanc. Le syndrome du sauveur blanc, en fait, c'est le fait que en tant qu'Européen blanc d'un certain niveau social, on voyage dans des pays et on a envie d'aider les gens pour se déculpabiliser, en fait. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de voyages pseudo-humanitaires voient le jour pour permettre parfois aux gens, en effet, de voyager sans complexe. C'est pas aussi simple que ça. Alors, il faut pouvoir voyager là-bas sans être tout le temps dans cette culpabilité permanente. Ça sert à rien. Faut trouver le juste équilibre. Faut peut-être accepter le choix que on n'est pas parfait et qu'on voyage parce qu'on aime ça et que ça pollue, mais finalement, vous restez longtemps sur les périodes où vous allez. Ça, c'est important. Faites pas des vols aller-retour. On essaye vraiment d'être, en tout cas, de bien réfléchir à notre itinéraire pour éviter tant qu'on peut. Faire des petits gestes en fait. Voilà, c'est ça. C'est on essaye de faire évidemment autant qu'on peut et on essaye d'être conscient de tout ce qu'on fait, de partager tout ça, tous nos questionnements avec nos enfants, de vivre pleinement malgré tout aussi, de vivre pleinement la chance qu'on a de pouvoir le faire. Voilà, d'essayer de sortir un peu des circuits touristiques parce qu'on sait à quel point aussi le tourisme, si c'est une bonne chose et que ça permet bien sûr à des populations de vivre, d'apporter du travail et des revenus, etc., ça peut être destructeur aussi. On a vu, et je parle pas que de l'Asie, mais même au Monténégro, on a vu une côte dévastée par le béton. Effectivement, dans certaines zones de Thaïlande, il y a des zones, c'est du surtourisme, il y a en plus de l'exploitation diverses et variées, et qu'on ne cautionne absolument pas. Et ça, c'est pas le genre de tourisme qu'on veut faire. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que, après avoir fait ce deuxième beau voyage, tu as revécu cette période un peu de down quand vous êtes revenu? Vous étiez plus préparé ou... Je suis en plein dedans. Donc, on s'y était préparé du mieux qu'on... Alors, la seule façon de se préparer, c'est de savoir que ça va potentiellement arriver. L'accepter? Je sais pas encore. En tout cas, savoir que ça va potentiellement arriver. Je savais qu'une des façons peut-être aussi de vivre ça, de mieux gérer ça, c'est d'avoir très rapidement des nouveaux projets. Ça aide en général, Et alors, j'avais entendu que il est possible aussi de s'offrir régulièrement des petites expériences qui boostent ton adrénaline et ton besoin de découverte, etc. Entre autres, une Instagrammeuse qui expliquait avoir vécu donc la même chose que nous et que pour se booster, elle avait pris une fois un train un vendredi soir, débarqué dans les Pyrénées avec son petit matériel et qu'elle avait dormi dans les montagnes. L'aventure, elle était rentrée chez
elle et que voilà, ça lui avait fait un bien fou. Dans les faits, c'est extraordinaire, c'est génial. Je n'attends que ça, prendre le train pour aller dans les Pyrénées. Mais concrètement, c'est beaucoup plus difficile que ça. C'est beaucoup d'argent quand on reste aussi dans le pays. Bien sûr. Alors, c'est ça. Donc, il y a les valeurs que ça peut représenter. Bon, et puis, logistiquement parlant, c'est pas aussi évident que ça. Là, maintenant, on est de nouveau dans une vie plus sédentaire avec les activités des uns, des autres. Voilà, les matchs de basket le samedi, les réunions de famille, etc. Et donc, tout lâcher pour aller vivre et avoir sa dose d'adrénaline, c'est pas aussi évident. Donc, il faut trouver d'autres façons de pimenter un peu. C'est ça, exactement. C'est pas facile. Et donc, je suis en plein dans cette période très compliquée je sais que ça pouvait arriver, je sais ce qu'il faut faire éventuellement pour y contrer, mais je n'y arrive pas. Je suis là-dedans. Est-ce que tu es dans un besoin d'un projet suivant? Je meurs d'envie d'un projet suivant. Est-ce que tu penses que tu arriveras un moment à revenir et te dire voilà, j'ai assez en moi pour le savourer et rester un peu plus paisible chez soi? Je pense savourer le quotidien plus. Alors c'est pas forcément que je ne savoure pas mon quotidien ou que je ne savoure pas la vie que j'ai. Mais c'est presque une drogue là, le voyage. Ouais, c'est ça en fait, c'est ça, tout à fait. Et donc je crois que oui, à un moment donné, je serai probablement rassasiée de ça et que je trouverai ma sérénité dans autre chose. Je ne manque pas de sérénité au final, c'est pas ça. Je suis bien ici, mais j'ai soif d'ailleurs quand même. J'ai soif d'aventure. La vie elle est courte en fait. Ça aussi. Et besoin de vivre plein d'expériences. Ouais, c'est ça. Et j'ai envie, c'est ça, parce que au-delà du voyage, c'est ça que je recherche aussi. Là, j'ai envie d'une expérience différente. On en a beaucoup parlé suite à ce voyage qu'on a vécu en Asie et à de très belles rencontres qu'on a faites là-bas, qui nous ont chamboulés parce qu'on a vu qu'il y avait encore d'autres façons de faire, entre autres l'expatriation. Alors, l'expatriation en tant que telle m'effraie un peu, ça m'effraie trop, mais des mini-expatriations me tentent. Ça, c'est quelque chose qu'on a envie de tester. On voudrait pouvoir vraiment se poser quelque part. Est-ce qu'il y a une destination qui t'a marqué où tu te dirais là, moi, je pourrais vivre? Ah oui, le Laos. Le Laos m'a beaucoup touchée. J'aimerais vraiment y retourner, pouvoir me poser quelque part, pouvoir faire des choses pour apporter ma touche, pour aider, pour m'investir. Je voudrais avoir le temps de ça, en fait. C'est ça. Je veux plus passer en coup de vent. J'ai envie de me poser et expérimenter autre chose. Pourquoi ne pas, par exemple, même scolariser nos enfants, même si ce n'est qu'un temps, mais dans des écoles, et leur permettre à eux aussi de se poser, de vivre une expérience un peu différente. Et eux, comment ils vivent ça, ce retour? Comme la première fois, ils s'adaptent très bien, hein, pour ça ils sont extraordinaires. Notre grand maintenant, en plus, il est parti à l'université, il a quitté la maison, donc là c'est un pas de géant pour lui, il construit sa vie et il est passionné par ce qu'il fait, donc ça le nourrit beaucoup. Et puis, Célestine et Édouard, on en parle de temps en temps. On sait bien que voilà, cette année, on restera ici. C'est comme ça. De toute façon, quand on a des enfants, on peut pas partir comme ça d'un claquement de doigts. On peut pas déscolariser ses enfants comme on veut, quand on veut. Donc, ça demande quand même vraiment un minimum de préparation, d'anticipation. Ouais, c'est ça. Donc, on est obligé de réfléchir ensemble. Ok, bon alors, pourquoi pas l'année prochaine? Parce que si c'est pas l'année prochaine, alors c'est l'année d'après. Est-ce que les pays du Sud, comme tu disais, le Sud de l'Amérique, te tentent? Oui. Donc dans notre liste, en effet, il y a l'Amérique du Sud et l'Afrique qui nous tentent beaucoup. Il y a encore beaucoup de choses à voir. Mais oui. Et en parallèle, j'ai cru voir que tu étais sur un projet d'écriture. Oui, je me suis jamais arrêtée d'écrire. En fait, j'ai plein de projets d'écriture. J'ai commencé plusieurs livres. C'est un peu mon problème. Je suis quelqu'un de très éparpillé dans la vie. En tant que prof, c'était parfois difficile à gérer, des trucs comme ça. Je compatis, je suis pareil. C'est bien, mais parfois c'est difficile de se focaliser. Là, par chance, j'ai pu me focaliser sur un projet d'écriture particulier que j'avais commencé avant de partir en voyage. J'avais envie d'écrire un roman pour la jeunesse qui aborde le thème du cancer, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis en reconversion professionnelle, mais je n'ai absolument pas fermé la porte de l'enseignement. Je sais qu'elle est encore entrouverte. J'ai beaucoup de collègues amis qui m'attendent et qui, je sais
fiancé serait heureuse que je revienne et moi je serais heureuse de les retrouver. Je travaillais dans une école extraordinaire aussi à Soigny, il faut le dire. Mais je ne sais pas encore comment je vais repartir là dans cet univers de l'école. Je sais que j'ai envie parce que le contact avec les jeunes me manque énormément. C'est comme ça que je me suis dit j'ai envie d'écrire pour eux parce que c'est un thème qu'on n'aborde pas à l'école. Jamais on parle du cancer à l'école, pas à ma connaissance. Ni moi en tant qu'élève, on m'a jamais parlé de ça et en tant qu'enseignante, voilà. Pourtant, je suis quasiment convaincue que chaque élève a une histoire d'un proche voilà, liée au cancer. Je pense qu'effectivement, c'est pas du tout un sujet qui est abordé. Je pense qu'il y a une part de peur d'aborder le sujet. C'est un peu sujet tabou. C'est le sujet qui, quand quelqu'un nous dit j'ai un cancer, la seule chose qu'on va répondre c'est mais je connais quelqu'un qui. Tout à fait. Pour pas parler à la personne directement. Tout à fait. Dans les écoles, par expérience de mon fils, c'est inconnu au bataillon. C'est ça. Et en fait, c'est pas normal parce que c'est un sujet tabou chez les enfants, mais chez les adultes aussi. On n'en parle pas. Si j'en parle pas, peut-être que ça m'arrivera pas, etc. Bon, voilà. Ça n'arrive qu'aux autres. Pourtant, malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et donc, l'idée, c'est certainement pas de faire des enfants des hypochondriaques et les terroriser. Pas du tout. La seule chose, c'est que je sais maintenant par expérience que quand on ne connaît pas quelque chose, on en a peur. On va craindre. Que ce soit du positif ou du négatif. Mais si en plus, il y a une connotation négative, pour le coup, le cancer, qui est souvent associé à la mort, en fait, eh bien, ça crée de la peur version XXL. Et en plus, chez les enfants, et peut-être même encore plus chez les ados, qui sont très très sensibles à ça, qui sont en plein bouleversement psychologique, qui se posent plein de questions sur la vie, la mort, le sens de tout ça, etc. Je pense que justement, il faut en parler avec eux. Il faut parler de la maladie, il faut parler de la mort, il faut prévenir, faire de la prévention. Pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas aux filles et aux garçons à se palper les seins ? C'est quand même la base, c'est simple. C'est le meilleur atout préventif du cancer du sein. Et on ne l'apprend pas. Et pourquoi ? D'ailleurs, c'est tabou. C'est tabou. Et même, ça va bien au-delà de ça. C'est fou. On est en 2025. Tout est hyper sexualisé sur les réseaux sociaux. Mais je suis sûre et certaine que il y aura peut-être un frein au fait de faire un atelier où on va expliquer aux filles et aux garçons, voilà comment on doit se toucher les seins. J'ai un peu l'impression que, au-delà du voyage, c'est un gros projet de transmission, même au-delà de ton prochain livre qui est en marche, quoi. Ouais, c'est ça. Que tu développes je sais que tu avais fait à un moment donné des conférences aussi sur le sujet de ton cancer. Tu abordes un autre aspect mais t'as du boulot, quoi. Ouais, j'ai beaucoup de boulot. Et alors, je suis partagée, parce que j'ai du boulot. Je sais que j'ai de la crédibilité. Forcément, et que j'ai des compétences parce que en tant que prof, en tant qu'auteur, je sais tout ce que je peux faire. Je sais que je peux aussi, je ne voudrais pas faire ça seule, et je sais que je pourrais être très bien entourée pour faire quelque chose de qualitatif dans les écoles. Et puis alors il y a aussi une petite part de moi qui se dit, oui mais attention Virginie, tu n'étais pas qu'une prof de français et tu n'es pas qu'une femme qui a eu un cancer. Et donc j'ai d'autres projets aussi d'écriture où j'ai vraiment envie de sortir de ça. J'ai envie d'écrire un roman qui n'a rien à voir avec la maladie. Voilà, ni avec la maladie, ni même avec ma propre histoire. Par contre, il sera quand même toujours question de voyage parce que mes idées sont nées là-bas, entre autres, en Asie, et que j'ai envie de raconter ça. Mais ce serait peut-être justement une manière de prouver que tu n'es pas que une casquette. Tout à fait, c'est ça. Ouais. Mais je suis ravie de t'avoir entendu aujourd'hui. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci. Virginie, merci infiniment de nous avoir emmenés à travers ces différentes vies. Celle de la femme qui s'interrogeait sur son chemin, celle de l'aventurière en famille, celle de la combattante, puis de la messagère. Ce que ton parcours illustre de manière spectaculaire, c'est que le voyage, qu'il soit sur la route ou à travers l'épreuve de la maladie, est avant tout une réponse à une crise existentielle profonde. Tu as bouleversé tes projets, ton quotidien, non pas par simple envie d'évasion, mais pour une nécessité de redéfinir qui tu étais, en tant que femme, mère et individu. Ce besoin de mouvement, que ce soit le voyage en Europe, le combat pour la santé ou l'aventure sac à dos en Asie, est devenu le moteur de ta renaissance. Pour ceux qui nous écoutent et qui se demandent où trouver
trouver ce courage de tout remettre en question, vous trouverez l'inspiration dans les livres de Virginie, Triple Positive et Le Souffle du Roseau, ainsi que dans son partage quotidien sur les réseaux sociaux, #lespoipoines. Merci de nous avoir fait confiance et d'avoir partagé ce chemin si riche. Si cet épisode a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à Côté Canap pour ne manquer aucune de ces rencontres inspirantes.